Allô Christophe, Allô Rudy. bienvenue aujourd'hui pour ton troisième podcast Superphysique. Merci beaucoup Rudy. Donc qui je l'espère va être aussi intéressant que les autres et plaire autant. Eh bien, on essaye à chaque fois de contenter voilà, tout le monde. Donc comme d'habitude des questions à tir larigot et que des questions intéressantes. Alors on va commencer dans l'ordre. Pour le premier, alors Riggs, qui demande ce que tu penses du jeûne intermittent. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Oui, absolument. Écoute, de prime abord, je trouve ça intéressant, même si ça va à l'opposé de ce que beaucoup de conseils, enfin beaucoup de spécialistes et de scientifiques conseillent au niveau nutritionnel, et beaucoup de choses que finalement les culturistes ou moi-même on peut conseiller. Moi, de manière très empirique, je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai pas vraiment regardé les études qui ont été faites sur le sujet. Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le corps, c'est une machine adaptative. On a déjà vu que dans des conditions extrêmes de famine, etc., les gens pouvaient continuer à vivre alors que il y avait quand même des apports alimentaires qui étaient très faibles. Est-ce que ça suffit pour maintenir une bonne masse musculaire, des performances sportives, etc. Ça, il faudrait tester par soi-même parce que je pense que le corps de chacun réagit différemment aux diètes et à certaines situations de stress. Donc tout dépend en fait de l'état de santé de la personne, de son fonctionnement hormonal, son fonctionnement immunitaire. Et en fonction de cet état-là, le corps réagira plus ou moins de manière efficace à une modification de diète, voire à des formes de diète un petit peu pas extrêmes, parce que finalement dans cette forme d'alimentation, on mange et on apporte des calories. Simplement le timing d'apport qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire en mangeant toutes les 2 heures ou 3 heures, par exemple, quand on est un habitué de la muscu ou de la pratique nutritionnelle sportive. Donc voilà, il faudrait que j'essaye. Moi, je me prononce toujours que quand j'essaye les choses, les gens qui connaissent un petit peu la nature de mon travail, ils savent voilà que je parle réellement de choses que j'ai testées, essayées, et le jeûne intermittent, j'ai jamais pratiqué, donc je peux pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, Rudy. De prime abord, je trouve ça intéressant. Il y a certainement des choses comme d'habitude, hein, dans toutes les approches, il y a des choses à prendre, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui est tout bon ou tout mauvais. Il y a toujours des enseignements à tirer de certaines expériences, quoi. Et donc tu vas tester alors. En ce moment, non, parce que j'ai pas envie de, j'ai pas envie de m'affamer. Mais je testerai, oui, oui, je testerai à un moment où les conditions sont propices, que je peux observer ce qui se passe au niveau de mon corps, que je suis tranquille, pas trop stressé par le boulot, etc. Parce qu'essayer une nouvelle stratégie alimentaire quand tu as 3 tonnes de boulot, et que tu es dans une certaine condition de stress psychologique, c'est jamais bon, quoi. C'est toujours voué à l'échec. Parce que moi ce que je reproche un peu à l'IF, c'est qu'en fait ça t'oblige à... Imaginons que tu manges 4000 calories. Ouais, Si tu dois faire un repas avec 75% de tes calories, avec 3000 calories d'un coup, ouais. faut pouvoir le bouffer, quoi. Tu bouffes plus, quoi. 3000 calories, t'es peinard pendant quelques heures, quoi. Oui, oui, c'est ce que je te disais, Rudy. C'est effectivement des stratégies alimentaires qui bouleversent complètement ton organisme. Alors si ton corps il est habitué à une certaine routine, de toutes les manières il y aura une phase d'adaptation obligatoire, parce que enfin toi qui sais ce que c'est que des régimes et des prises de masse, tu sais ce que c'est que d'absorber des calories, 3000 calories d'un coup comme tu l'as dit, voilà, faut bien bouger. 3000 calories, c'est 3 ou 4 pizzas, c'est 5 ou 6 McDo, etc. Et on voit dans quel état on se trouve quand on peut manger ce genre cet excès de calories là, quoi. Généralement, on est complètement vaseux derrière. Donc Ah ouais, on fait une bonne sieste, quoi. voilà, voire même on a du mal à dormir, hein.
Ouais, si ça te relance un peu trop, tu dors pas, t'es énervé. Absolument. Donc oui, écoute, moi je sais pas si toi tu essaieras, Rudy, mais Je pense pas, parce que je pense pas avoir l'appétit pour manger autant d'un coup, mais... disons il faut pas boire en plus, parce que si tu bois, si tu dilues en plus le contenu de l'estomac, c'est fini, tu roules, tu dépasses ton roulant. Non mais tu sais Rudy, il y a pas si longtemps que ça, tu avais, je sais plus à quel sujet, tu disais dans un de tes podcasts que tu avais modifié certaines choses dans ton entraînement et dans ton approche. Et moi, j'invite en fait tous les gens à faire de même, parce que après 20 ans d'entraînement, tu vois, et de pratiques sportives, d'essais au niveau de la nutrition, je me rends compte qu'il n'y a rien qui est figé en fait, et qu'il y a vraiment plein de stratégies qui vont fonctionner un temps et qui fonctionneront plus après. Donc l'idée en fait derrière tout ça en fait, c'est pas de condamner un système d'alimentation plutôt qu'un autre ou de condamner une méthode d'entraînement plutôt qu'une autre. C'est à chaque fois de faire des essais pour soi quoi. Moi généralement je l'avais déjà dit je crois dans un podcast, j'avais dit laisser sa chance au produit comme dans la vérité si je mens. Voilà, on essaye. Le corps, il faut un petit peu de temps pour s'ajuster. Donc, on essaye une méthode pendant un mois. Et puis, on voit si le corps réagit. Et généralement, il réagit toujours parce qu'on lui apporte une nouvelle stimulation. Et ben voilà, on continue pendant quelques temps. Et puis, le jour où on stagne, on passe à une autre forme d'entraînement, une autre approche nutritionnelle. Et puis, voilà, donc pour moi c'est exactement la même chose avec le jeûne intermittent, simplement d'un point de vue on va dire psychologique, ça va tellement à l'opposé de ce que on pratique depuis des années que effectivement je comprends qu'on ait des réticences, même moi voilà, me dire que je dois pas manger de toute la journée, alors que généralement je suis habitué à manger toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Ouais, psychologiquement, j'ai une barrière, tu vois, j'ai quelque chose qui me dit est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, de me priver de la bouffe, voilà. Donc une fois que tu as passé toutes ces barrières, je dis voilà, faut essayer. Et on peut pas ignorer en fait ce que les gens disent, notamment, tu vois, les commentaires positifs à ce sujet sur les résultats du jeûne intermittent. Il y a quand même beaucoup de monde maintenant qui ont des résultats avec, donc c'est pas pour rien. Voilà. Donc je vais revenir un peu sur ce que tu viens de dire sur essayer les méthodes et compagnie. On voit qu'en ce moment tu sors pas mal de DVD justement. Ouais, Toujours avec le principe du CTS, j'ai vu, ouais. donc le Christophe, c'est quoi Le c'est? cardio training system. Voilà. Donc et là tu viens de sortir donc t'avais sorti le Total Band Training et là c'est avec les cordes t'as sorti, qui Ouais, s'appelle, j'ai oublié le nom. total rope training. Ouais, donc en fait là on voit que tu te diversifies de plus en plus. Là, je me diversifie pas vraiment parce que ce sont des outils en fait que j'utilise depuis des années. Moi, Rudy, enfin, les gens qui me connaissent savent que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis. Donc voilà, ce sont des choses qui existent depuis des années aux États-Unis, qui sont couramment utilisées là-bas. Euh, Après, ben voilà, c'est le travail avec bande, le travail avec corde, ce sont des choses que j'ai utilisées pour mon propre entraînement, que j'utilise toujours et que j'ai amélioré selon ma vision du travail corporel, selon ma vision de l'équilibre des chaînes musculaires, à l'intérieur toujours de mon système d'entraînement. Voilà, qui est un système, comme je le répète tout le temps, basé sur l'amélioration de la posture, l'amélioration des performances, l'amélioration de la récupération et dans un seul but, la prévention des blessures à court, moyen et long terme. Donc c'est juste un outil supplémentaire que je mets à disposition des gens avec ce nouveau DVD. Le format du DVD qui cette fois-ci sera associé à un petit livret récapitulatif avec les méthodes, des photos, etc. C'est simple, c'est parce que j'ai beaucoup de gens en fait qui m'écrivent parce qu'ils comprennent pas un exercice dans le livre ou dans les livres que j'ai sortis.
Et donc finalement le DVD c'est quand même assez pratique parce que il y a plus d'hésitation par rapport à l'exécution d'un mouvement, etc. Voilà. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même au niveau de la réalisation, de la production, plutôt que de confier ça à des gens, j'ai décidé de superviser mes projets de DVD de A à Z, quoi, voilà. Et d'où la sortie de ces produits. Il y en aura d'autres cette année. Voilà, bah, c'était ma question. Quels sont tes autres projets DVD? Alors il y aura un DVD sur ma vision de la course à pied. Ouais, j'ai vu ça sur ton site, je crois, à un moment que tu parlais de course à pied. Voilà, qui Avec le... s'appelle Primal Running, qui combinera mon approche de la course à pied depuis 20 ans, à savoir ce qu'on appelle le parcours ou le free running, mon approche de la course à pied via l'athlétisme que j'ai pratiqué pendant 10 ans en complément du karaté. Voilà, mon approche de la course à pied par rapport au travail d'endurance, parce que je conseille pas mal de coureurs, des marathoniens, etc. Et j'ai une approche au niveau de la course qui est à l'opposé aussi de ce qui se fait, c'est-à-dire plutôt que de courir beaucoup et longtemps, moi j'oriente tout sur une pratique qualitative, voilà. Et le DVD parlera de tout ça, Donc, abordera énormément d'exercices pratiques. ça va être différent du livre que tu avais sorti sur la course à pied, justement? Ça va beaucoup plus loin parce que le format, si tu veux, du livre, la meilleure façon de courir était un format imposé de 128 pages, donc il y avait beaucoup de choses que j'avais pas pu évoquer, etc. C'était un livre qui était relativement basique, qui développait une certaine approche de la course, une certaine vision de la course. Là, dans le DVD, déjà, il y aura 2 DVD à l'intérieur, plus un livret. Donc, ce sera un pack qui proposera une approche pour ceux qui veulent pratiquer vraiment le travail d'endurance, le travail vraiment de course à pied tel qu'on le connaît, mais avec ma vision autour de l'équilibre des chaînes musculaires, la prévention des blessures. Et il y aura une autre pratique plus free run, plus parcours, qui justement abordera comment se déplacer, voilà, d'une autre manière que simplement courir en ligne droite. Et donc, à part ce DVD, quels sont les autres? Alors après, il y aura un autre pack qui sortira sur l'amélioration en fait des coups de pied. Voilà, après 20 ans à avoir donné des coups de pied dans tous les sens, et surtout avoir répondu à des milliers de mails à ce sujet sur comment je peux lever plus haut la jambe, comment je peux frapper plus fort, etc. Je me suis aperçu que les mêmes questions revenaient tout le temps, les mêmes problématiques revenaient tout le temps, des douleurs dans les hanches, des douleurs dans les genoux, certains blocages articulaires, etc. Et donc voilà, ce coffret de 2 DVD apportera ma vision aujourd'hui de l'apprentissage des coups de pied, de l'amélioration des techniques de jambes pour tous les gens, puisque certains savent que je faisais plus du karaté artistique. Donc là, j'aborderai vraiment le travail aussi bien pour les combattants de n'importe quel style, kickboxing, full, MMA, que pour les pratiquants de karaté classique, kata, taekwondo, etc. Voilà, il y a du boulot. Ouais, en fait, ta collection ne va jamais s'arrêter, si j'ai l'impression. Si, Rudy, enfin, T'as prévu une fin ou... mais il n'y a jamais de fin dans quelque chose qui est évolutif, en fait, Rudy. Tu sais, ta question, elle est intéressante et elle est sous-jacente d'une réflexion qu'on me fait, enfin, que je lis souvent un petit peu sur certains Ah forums. oui, c'est pour ça que je te pose la question. Non, mais j'entends très bien le fond de ta question. Le but, c'est pas de sortir des produits pour devenir riche, parce que si je voulais devenir riche avec de la préparation physique, je ferais déjà autre chose et certainement que je n'aurais pas choisi la préparation physique pour devenir millionnaire, quoi.
Donc le but c'est de partager des connaissances et l'avancement en fait de mes propres connaissances, de ma propre pratique à ceux que ça intéresse. Encore une fois, tu sais, moi je veux dire, je force personne à acheter mes produits. Je fais pas un marketing déraisonné en essayant de rallier à ma cause toute personne susceptible d'être un petit peu manipulée psychologiquement. Donc voilà, si tu as envie d'apprendre des choses, tu achètes mes produits. Généralement, je vole personne à l'intérieur. Il y a toujours une information de qualité avec des choses ou des points de vue qui sont assez novateurs. Voilà. Après, si tu trouves que c'est trop cher, que ça sert à rien en fait d'avoir toute cette information là, eh bien tu restes avec d'autres méthodes ou d'autres pratiques et voilà. Et tout le monde il est content et les gens font leur life et je fais la mienne quoi. Mais si tu veux, Rudy, concrètement, j'ai plus envie de me limiter simplement parce qu'on est en France et qu'en France, c'est pas possible d'avoir un certain niveau de connaissance ou d'avoir une certaine idée en fait du partage. Comme j'avais répondu sur mon propre forum, il y a des gens qui sont capables d'acheter des TRX, des kettlebells à l'autre bout de la planète. Alors je vois pas pourquoi moi, si j'ai des choses à dire sur le sujet, je ne le ferai pas. Par exemple, à l'heure actuelle, je sortirai pas de produits sur les kettlebells parce que je ne suis pas, j'ai pas suffisamment d'expérience, j'ai pas suffisamment de réflexion sur le sujet. Peut-être que dans 10 ans, si j'ai suffisamment pratiqué, si j'ai suffisamment de Recul. background, ouais, de recul là-dessus, eh ben peut-être que je sortirai un DVD là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout prévu. Je sors que des choses dont je suis convaincu que j'ai déjà essayé et que je pratique au quotidien et que je fais pratiquer aux gens avec lesquels je bosse. Voilà, c'est tout. Si si tu as envie d'avoir cette vision-là, eh ben il y a ma boutique qui existe et mes produits. Si tu n'as pas envie, eh ben c'est pas grave. Tu restes avec ton niveau de connaissance, avec la méthode que tu utilises actuellement, et puis moi ça me va, tu vois. Non mais tu sais, Rudy, quand je vois les gens, le temps qu'ils passent à collecter de l'information sur Internet, le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont lu ceci sur tel site, cela sur tel site, ça sur tel site, etc. Finalement, tu passes ta vie à faire des recherches sur Internet pour arriver quasiment aux mêmes conclusions. Donc voilà, moi aujourd'hui, je propose un système d'entraînement qui est réfléchi, qui fonctionne. Voilà. Et puis après, les gens, ils l'adoptent, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre à l'intérieur et ils font leur propre sauce, quoi. Mais voilà, moi j'avance. Si les gens ils veulent avancer avec moi, ils le font. Et s'ils veulent pas, ils restent là où ils sont. Ça me pose pas de soucis, tu vois. Alors, on va reprendre le fil des questions. Il y a Riggs qui avait une question personnelle, Ouais, donc tu vas peut-être savoir ce que c'est. Alors, dis-moi. ça fait environ un mois et demi qu'il a une légère douleur qui se réveille lorsqu'il se gaine quand il contracte le côté droit des abdominaux quadriceps. La douleur est située plus précisément à droite du pubis près du bassin et remonte presque jusqu'au bas des abdos droits. Difficile de cryotomasser cette zone, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Alors, deux ou trois axes de réflexion parce que c'est difficile de faire entre guillemets des pseudo-consultations comme ça par téléphone. Alors, ça peut ressembler à trois choses. Soit c'est un petit début de cruralgie, c'est-à-dire le nerf crural qui passe devant en fait, au niveau de l'aine, qui est coincé. Et lorsque Riggs se met en position de gainage, soit sa position de gainage est pas bonne, soit tout simplement il y a elle est pas, enfin, il est pas suffisamment gainé ou il y a un souci au niveau d'une vertèbre qui pince le nerf crural. Donc ça peut être un premier élément de réponse.
Autre élément de réponse, un petit dérèglement au niveau de l'articulation sacro-iliaque qui induit voilà des douleurs référées au niveau du bassin. Je penche plus pour ça en fait. Ou alors éventuellement un petit début de pubalgie qui est aussi possible. Il faudrait savoir qu'est-ce que Riggs fait, s'il fait que de la muscu, s'il fait du sport à côté. Donc, est-ce que la douleur est survenue de manière assez vive lors d'un entraînement ou plutôt le lendemain d'une séance? Voilà, tu vois, il y a tout un tas de paramètres à prendre en considération. Mais de prime abord, ça ressemble plus à un dérèglement au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Voilà. Et donc un petit conseil pour y remédier? Alors, un petit conseil pour y remédier, s'il a un corps sans douleur, je lui suggère les exos 2 et 3 de la posture 4. Les exos 2 et 3 de la posture 4 qui en fait permettent de rééquilibrer justement l'articulation sacro-iliaque. Et puis si vraiment ça passe pas, qu'il n'hésite pas à aller voir un bon ostéo, parce que de toutes les manières, généralement, voilà, ça peut, avec une bonne manipulation, ça passe rapidement, quoi. Donc ensuite, on va attaquer un peu la préparation physique. Donc je suis pas trop lent, mais parce que ça va se rejoindre. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de l'entraînement organisé par De Franco? De Franco, c'est un super préparateur physique. Ça fait partie voilà, des mecs avant-gardistes de la nouvelle vague de préparateurs physiques avant-gardistes américaines. Que dire, si ce n'est que le gars est très intelligent, il rejoint, si tu veux, ma philosophie, c'est au lieu de s'enfermer dans une méthode, lui, il regarde tout ce qui marche, et c'est simple, il prend le meilleur de tout ce qui marche, et puis il l'applique dans ses programmes. Donc, voilà un type qui a tout compris. Je peux pas dire plus. Il utilise le meilleur du West Side pour le développement de la force. Il utilise les techniques de cordes qu'on appelle le battling. Il utilise le travail d'automassage, la préparation à l'effort, le gainage. Enfin, voilà, le gars il est au top de ce qui se fait. Et en plus, il a de très bons résultats avec notamment les footballeurs américains qui l'entraînent. Donc, voilà l'exemple d'un gars intéressant qui se tient à la page et qui fait positivement évoluer la préparation physique. Et tu sais, ta question elle est intéressante, Rudy, parce que contrairement à la France ou à d'autres pays, les Américains ils sont très forts dans le sens où plutôt que de condamner en fait les méthodes des uns et des autres, etc. Chacun utilise le meilleur des méthodes des uns et des autres pour essayer justement de devenir le meilleur soi-même. Et c'est comme ça que finalement tout le monde se tire vers le haut. Et c'est comme ça que les Américains ils sont aujourd'hui très loin en termes de préparation physique par rapport à beaucoup de gens. Et c'est aussi pour ça que la majorité des athlètes du monde entier vont s'entraîner aux États-Unis. Tu sais, c'est pas pour autre chose. Hein. Ah, moi j'aime bien ces vidéos qu'on voit sur YouTube, là, je trouve qu'elles sont vachement motivantes à chaque fois, donc... Carrément. Et moi, pareil, il fait partie de mes vidéos, de ma chaîne vidéo favori que je vais regarder de temps en temps quand j'ai besoin d'un petit coup de motivation. Je regarde les mecs du combine s'entraîner et puis allez, je vais m'entraîner derrière. Il y a Mathieu qui demande un exemple d'une programmation, parce que tu t'avais dit que tu t'entraînais en utilisant une périodisation ondulatoire pour 3 semaines, voire sur une semaine. Ouais. En fait, il voudrait voir concrètement comment tu enchaînes les différents cycles. Alors, l'exemple d'une semaine, par exemple. Le lundi, j'utilise toujours un travail. Moi, je m'entraîne principalement en full body. Je l'avais déjà dit. J'ai pas trop changé là-dessus. C'est une formule qui me convient plutôt bien. Je m'entraîne 3 fois par semaine en musculation, toujours en full body.
Le lundi est généralement une journée en muscu qui est consacrée au travail de l'explosivité. Donc je fais beaucoup de pliométrie de tout le corps, jambes, torse, pompe sautée, traction sautée, etc. Donc ça c'est vraiment ce que je fais en début de semaine quand le système nerveux est très frais et après à m'être reposé dans le week-end. Le mercredi, c'est généralement une journée musculation qui est basée sur la force. Donc c'est là que j'utilise notamment un travail de tension maximale avec les élastiques ou alors des exercices isométriques avec des exercices au poids de corps comme les planches, etc. Donc c'est vraiment des mouvements que j'exécute en force. Et le vendredi, c'est plus une journée qui est basée sur l'endurance musculaire. Donc là, je vais principalement travailler avec justement des cordes ou alors du travail de poids de corps mais allégé qui va me permettre de faire beaucoup de volume de travail. Et puis avec les cordes, je vais faire ce qu'il y a dans mon nouveau DVD, beaucoup de travail d'ondulation pendant 30 secondes, 1 minute pour carboniser véritablement les muscles sans mettre finalement trop de stress trop de stress mécanique au niveau des fibres musculaires. Et à l'issue sur un cycle en fait de 3 semaines, je peux donner par exemple la priorité à l'explosivité, à la force pardon, en début de cycle. Par exemple, je vais faire 2 séances de force dans une semaine. La semaine d'après, je vais faire 2 séances basées plus sur l'explosivité et la puissance. Et puis la 3e semaine, je vais faire plus un travail basé sur l'endurance d'explosivité, c'est-à-dire la capacité à générer et à reproduire des mouvements explosifs longtemps. Voilà. Donc là, tu entraînes 3 fois par semaine en ce moment. Là, je m'entraîne 3 fois par semaine en ce moment. Voilà. 3 fois par semaine. Généralement le lundi, comme je t'ai dit, explosivité en muscu. Le lendemain, c'est pratique des sports de combat et du parcours pour le cardio et tout ce qui est un petit peu technique. Voilà. Et puis généralement le week-end, je me repose. Je fais beaucoup de travail d'entretien corporel, automassage, étirement, décompression articulaire, enfin voilà, toutes les choses qu'il y a dans mon système et que les gens commencent à connaître maintenant. Donc Matt a aussi une autre bonne question en fait. Comme il fait de la muscu à la base, il se demandait comment intégrer au niveau volume et fréquence les exercices de freestyle style muscle up. Il a remarqué que ça le crevait beaucoup, donc comment l'associer à un entraînement de muscu normal? Alors, ça c'est le casse-tête. Déjà, tout dépend de ce que tu appelles entraînement de muscu normal. Si par exemple tu fais un split training, c'est très difficile par exemple d'intégrer des muscle-up parce que le muscle-up fait travailler grosso modo l'intégralité du corps, au moins les jambes, l'ensemble du tronc, les pecs, les triceps, les épaules, les stabilisateurs des omoplates. Ça, c'est un mouvement qui est extrêmement athlétique. Donc où le placer? Le placer avec dos biceps, le placer avec triceps, épaules, pecs. Enfin, il y a tellement de splits différents. Bref, moi, ce que je suggère, c'est de faire un entraînement dans la semaine qui est consacré justement à du freestyle, comme ils l'appellent, et généralement en début de semaine, là où l'organisme est le plus frais, puisque ce sont des mouvements qui sont polyarticulaires, assez complexes, et qui demandent une bonne récupération. Et à ce moment-là, utiliser des techniques de split plutôt pour le reste de la semaine. Donc, mouvement freestyle le lundi, par exemple, travail des cuisses, par exemple, le mardi, et puis un split pour le haut du corps à partir du mercredi jusqu'à la fin de la semaine, en gardant 1 ou 2 jours de repos le week-end. Voilà, ça peut être un type de planification muscu classique et
et travaille des mouvements freestyle. Ok, J'espère que ça répond ouais, ouais, non, ça répond. Je pense que ça répond bien, en fait, de s'organiser une séance à part, Voilà. qui n'a rien à voir avec l'entraînement en muscu, pour travailler. Et toujours que lorsqu'on est frais, faut jamais faire ce genre de mouvement en fin de semaine après ta semaine de muscu. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, parce que ces mouvements-là, en fait, c'est à la fois des mouvements de force, mais surtout et avant tout des mouvements en fait athlétiques, c'est-à-dire des mouvements qui font intervenir tellement de fonctions du corps, tellement de schémas moteurs en même temps, qu'il faut vraiment être musculairement reposé, nerveusement reposé pour pouvoir les apprendre et les effectuer correctement. Voilà. Ok, ok. Donc, là, on a une question, des questions personnelles de Beranco, Oui. qui a un flexum de genou et des rotules en dedans. Oui. Donc, il est de posture 1. Oui. Et donc, il demande, est-ce que ça vient directement de sa posture? Quels sont les impacts à long terme de ces particularités? Et est-ce que ce que tu proposes dans tes livres permet de corriger ces défauts? Alors, déjà, ça veut dire qu'il a une hypertonicité des adducteurs, s'il a les genoux qui vont en rotation interne. Donc, beaucoup masser les adducteurs, ça il le retrouve dans un corps sans douleur ou savoir s'étirer. Beaucoup étirer les adducteurs, ça il le retrouve dans savoir s'étirer principalement. Renforcer et gainer les rotateurs externes de hanche et les masser également pour toutes les raisons que j'explique dans un cours sans douleur et savoir s'étirer. Donc oui, ces deux livres peuvent l'aider à résoudre en partie ces problèmes posturaux. Les conséquences à long terme, problèmes de genoux, problèmes de hanche, problèmes de dos. La rotation interne du genou, si par exemple on fait de la course à pied ou des sports à impact, elle va traumatiser énormément les ligaments et les ménisques, l'excès de rotation interne. Ensuite, l'excès de rotation interne va déséquilibrer l'articulation de la hanche en l'impactant dans une certaine direction. Donc pareil, usure de la hanche avec possibilité d'arthrose à long terme. Et quand les genoux et les hanches fonctionnent mal, le dos compense. Donc si on est en plus combiné à une posture de type 1, usure prématurée des disques au niveau lombaire, avec possibilité d'arthrose et donc de douleur de dos à long terme. Donc oui, les bouquins peuvent l'aider. C'est pas très réjouissant ce que tu dis. Non, mais tu sais, moi, je suis pas là pour dire aux gens, vous inquiétez pas, tout est miraculeux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu peux pas esquinter ton corps et l'user comme on l'use et comme je l'ai usé moi-même pendant des années et ne pas payer le prix ensuite de tout ça. Ah, mais c'est vrai, à chaque fois que tu fais une connerie, tu la payes de toute façon. Hein. Absolument. Je veux dire, toi, je sais que tu as eu des problèmes de dos, et je sais plus si tu avais eu aussi des problèmes de genoux. Ouais, genoux. Donc voilà, qui plus est avec la taille que tu fais, tu vois, toi tu as encore moins le droit à l'erreur, quoi. Avec combien tu fais, Rudy 1 mètre 95. 1m95, putain, c'est grand ça. Ah ouais. Bref, voilà, les bras de levier ils sont tellement longs que dès qu'il y a un dérèglement postural, ouais, ça se paye encore plus cash. Donc encore une fois, le but c'est pas de décourager les gens. Moi j'ai 36 balais et je continue à faire des trucs que même des jeunes de 20 ans n'arrivent pas à faire. Donc au contraire, je trouve ça plutôt encourageant pour les gens et pour les jeunes. Se dire que bon, il y a quand même des solutions quand tu t'entraînes correctement, plus intelligemment et que tu utilises certaines techniques de récupération, quoi. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas retenir le discours négatif. Donc, pareil, Beranco, il a une question, c'est marrant parce que j'ai remarqué pareil, mais pas dans, je sais pas si c'est que lui, mais donc il passe pratiquement les écarts faciales et latérales à chaud, Ouais. mais en fait à froid, ça passe jamais quoi. Il se sent Ouais. raide à froid, Mm. que ce soit statique ou dynamique, surtout au niveau des adducteurs. Alors il te demande si est-ce que c'est du surentraînement au niveau de la souplesse ou Non, 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 et après non. qu'est-ce que tu penses des postures passives de souplesse maintenues plusieurs minutes quoi. Genre par exemple faire le grand écart.
il reste pendant 10 minutes en grand écart, quoi. Pour essayer de gagner en souplesse à froid. Ouais. Alors, déjà pour gagner en souplesse à froid, ben, il faut s'entraîner à froid. Tu vois, il faut s'étirer à froid. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des positions d'étirement sans aucun échauffement et puis s'étirer comme ça de cette manière-là, de manière à travailler sur des structures, en fait, sur des tissus qui n'ont pas été échauffés et donc atteindre plus rapidement le coefficient de déformation plastique, on appelle ça. Parce que les muscles, tu avais fait un super article sur Superphysique où tu expliquais clairement, comme j'explique dans Savoir s'étirer, que les muscles, en fait, sont des éléments qui sont viscoélastiques. C'est-à-dire que la viscosité d'un muscle lui permet lorsqu'on l'échauffe, de devenir encore plus élastique. Donc le but justement du travail à froid, c'est de ne pas faire augmenter la température musculaire pour justement favoriser une déformation des tissus beaucoup plus rapidement. Ensuite, autrefois, j'ai beaucoup utilisé les techniques de maintien passif pendant de longues minutes, parce que j'avais appris ça d'entraîneurs de gym, etc. Ouais, c'est plus du tout ce que tu préconises à lire Savoir s'étirer. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux, je préfère multiplier des séries, un petit peu comme En muscu. en muscu, exactement, sur des temps de maintien qui sont plus courts, notamment 30 secondes, on peut éventuellement aller jusqu'à 45 secondes, mais on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment d'amélioration au niveau des tissus au-delà de 45 secondes. Et surtout en fait que quand on reste plus longtemps en place, vu que les tissus musculaires ne gagnent plus, en fait ce sont d'autres structures qui se déforment, et notamment les ligaments. Donc quand tu isoles les articulations, notamment au niveau des hanches ou au niveau des genoux, dans certaines positions d'écart, le risque c'est qu'une fois que tu as atteint la zone maximale de déformation du jour au niveau des tissus musculaires, eh ben, tu vas commencer à étirer, assouplir les ligaments. Et Ça s'assouplit pas un ligament. absolument. Quand on connaît l'anatomie, on sait qu'un ligament, sa fonction première, c'est de rigidifier une articulation et d'éviter qu'elle bouge. Donc si tu assouplis des ligaments, eh ben, quelques années plus tard, tu encours de gros soucis. Et par exemple, beaucoup de pratiquants de sport de combat ont aujourd'hui des prothèses de hanche parce qu'ils ont justement assoupli trop les ligaments de l'articulation de la sacro-iliaque notamment. Il n'y a plus rien qui tient, quoi. Exactement. Et donc du coup, la tête du fémur, elle rabote littéralement l'intérieur de la hanche et elle l'use prématurément et il te faut aller voir un chirurgien pour avoir une jolie prothèse. Donc, pour être plus pratique, aujourd'hui, ce que je préconise, c'est des automassages pour relâcher les tensions des tissus et ensuite un travail d'étirement, soit passif, soit actif, pour étirer ces tissus-là et principalement se concentrer sur les tissus musculaires. Voilà. Tu sais, Rudy, je me suis assoupli pendant 20 ans, donc toutes ces questions, j'ai eu le temps de me les poser, j'ai eu le temps d'essayer, j'ai eu le temps de souffrir dans mon corps pour essayer de déterminer qu'est-ce qui fonctionnait finalement le mieux. Et justement, il y a, pour continuer sur les étirements, t'as Archimède qui demande, sur un étirement, comment on sait qu'on allait trop loin dans l'amplitude du mouvement? Qu'on est assez loin ou trop loin? Quand t'as mal. Ouais, mais quand t'as mal, tu sais très bien que quand tu t'étires, t'as Ouais. toujours une petite douleur. Et puis moi, je sais quand je vais trop loin, en fait. Je sens que tout de suite, ça me tire excessivement, tu sens que ça se déchire, quoi. Eh bien, ce qui se passe, Rudy, tu l'as très bien dit, c'est que lorsqu'on s'étire jusqu'à un certain point, ça tire beaucoup, c'est parfois douloureux, mais au fur et à mesure, cette douleur, elle s'estompe, elle se calme. Pourquoi? Parce que les réflexes de protection musculaire se calment. Par contre, quand tu es allé trop loin, c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire le corps, il n'arrive pas à désenclencher les systèmes de protection. Pourquoi? Parce que les capteurs proprioceptifs, ils savent que si on continue d'avancer de quelques millimètres, c'est la rupture.
Donc ce qui se passe, c'est que lorsque le corps se spasme pendant un étirement, c'est-à-dire au lieu de se décontracter au fur et à mesure de l'étirement, ben, il se contracte, il se rigidifie, c'est uniquement pour se protéger parce que tu es allé trop loin. Donc, règle de la non-douleur, si j'ai mal au fur et à mesure de mon étirement, c'est pas bon, je dois relâcher la tension d'étirement. Et deux, ben, je dois surtout pas sentir que mon corps se spasme au fur et à mesure de l'étirement. Ensuite, en matière d'étirement, quand tu vas trop loin, ben, généralement tu le sais le lendemain parce que tu as des grosses courbatures. Ouais, et puis tu sens que c'est un peu déchiré, tu sens que le muscle est pas sain, quoi. Voilà, absolument. Donc, tu sais, le principe de précaution, il est vachement important. Moi, je préfère un athlète qui est moins entraîné, moins fort, moins puissant, moins souple, moins endurant qu'un athlète qui est au top, mais à la limite en fait de ses capacités et qui peut péter à n'importe quel moment, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est dur ce que tu dis, parce que t'as toujours envie de plus, d'être au top. Oui, 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 oui. Tu sais, tu veux pas te limiter. Oui, oui. Non, mais ça c'est l'ego qui parle, Rudy. Ouais, mais c'est C'est vrai. l'ego qui parle parce que tu sois, écoute bien ce que je vais dire, Rudy, que tu sois à 95% de tes capacités ou à 100%, la différence elle est infime, quoi. Donc à moins Ouais, mais que ça se trouve, t'es qu'à 50%. mais non, tu le sais, Rudy, quand, en tout cas, quand tu es honnête avec toi-même, tu le sais quand tu es à 50%. Ouais, bah je sais. Quand tu es à 95%, tu sais que tu aurais pu passer une ou deux reps de plus, tu sais que tu aurais pu peut-être aller 2 centimètres de plus sur un écart, tu sais que tu aurais pu gagner peut-être un dixième de seconde sur un 100 mètres ou peut-être enlever une minute à un chrono sur sur un travail fractionné, etc. Tu le sais tout ça. Quand tu es à 50%, tu sais aussi que tu triches à fond avec toi-même. Bah justement, c'est la question encore d'Archimède, c'est jusqu'où pousser une série, parce que tu l'indiques pas dans musculation haute densité, et donc quelle est l'importance de travailler jusqu'à l'échec et comment l'utiliser? Moi, j'appelle ça l'échec postural. Je travaille pas à l'échec musculaire, je travaille à l'échec postural. Toujours dans ma logique de prévenir les blessures à court, moyen et long terme. Je ne travaille jamais, je ne fais jamais travailler un sportif jusqu'à l'échec musculaire. Je lui dis de s'arrêter lorsque sa posture elle se détériore. Voilà. Quand il sent que vraiment sa posture elle se détériore, Et qui risque la blessure donc? absolument. Soit la blessure directe, hein, c'est-à-dire qui survient pendant l'entraînement, soit une blessure qui va survenir au fil des semaines. Si tu fais par exemple des pompes, tu travailles sur les pompes en planche ou des choses comme ça, mais que ton épaule est mal placée, eh ben tes entraînements ils vont passer, c'est-à-dire que tu vas progresser, mais 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, tu te retrouveras avec une énorme tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs ou du biceps, en te disant mais je comprends pas, je me suis bien entraîné, je me suis massé, je me suis étiré comme Cario il disait et je me suis blessé. Si techniquement tu fais pas un mouvement correct, ben voilà, la technique c'est fondamental hein, dans tous les sports, dans la muscu, parce que la technique elle est directement reliée à ta posture. Quand tes articulations sont bien alignées, il n'y a pas de souci, elles peuvent être bien stabilisées et donc bien produire de la force, de l'explosivité, de la puissance, etc. Mais quand elles sont pas bien alignées, eh ben petit à petit elles se déséquilibrent et le corps se protège à sa façon en déclenchant une inflammation, des douleurs, etc. Tu sais, on en revient toujours à la même chose, hein, on veut dire. Ah oui, je sais. Non, mais bon, voilà, je vais pas changer, Non, mais c'est bien de redire ton point de vue en fait, ça. voilà, exactement. Ça remet les pendules à l'heure. Mais justement, encore une question d'Archimède. Que- Quel est l'effet de l'augmentation de l'âge sur les performances, les paramètres à l'entraînement? Est-ce qu'après 40 ans, on doit modifier sa fréquence d'entraînement, son volume de travail, la charge utilisée, la vitesse d'exécution, les exercices utilisés? Doit-on inclure d'autres activités annexes ou en augmenter certains, comme le gainage, le stretching, les automassages? Excellente question. Ce qui est sûr, c'est que les capacités de récupération diminuent quand on avance dans l'âge.
Moi, j'ai plus du tout les mêmes capacités de récup aujourd'hui que je n'avais à 20 ans, par exemple. Donc oui, il faut modifier son entraînement, peut-être privilégier plus l'intensité par rapport au volume, justement parce que tu récupères moins bien. Donc qui dit un gros volume d'entraînement dit de grosses capacités de récupération derrière. Et c'est plus possible de faire beaucoup de volume quand tu as un certain âge, sauf si tu as une très grosse condition physique et que tu t'es jamais réellement arrêté. Donc ça c'est le premier facteur. Ensuite les choses annexes, le corps se régénère moins bien, notamment à cause de la baisse de certaines des hormones anabolisantes comme la testostérone, l'hormone de croissance, etc., qui sont produites en moins grosse quantité. Donc, du coup, effectivement, les tissus se réparent moins bien et donc il faut encore plus privilégier toutes les techniques de régénération dont je parle dans mes bouquins, automassage, étirement, décompression articulaire, mobilisation articulaire de manière justement à garder un fonctionnement corporel le plus optimal possible, le plus longtemps possible. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses qu'on peut encore progresser avec l'âge? Est-ce qu'il y a des paramètres, en fait, parce qu'on sait que, par exemple, la masse musculaire, ça va être très dur, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres où on peut encore progresser? Après 40 ans, par exemple. Euh, ça c'est mon expérimentation personnelle. Aujourd'hui, je suis plus à la recherche de performances, on va dire extrêmes. Je suis à la recherche de continuer à faire ce que je sais déjà faire le plus longtemps possible. Donc, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que moi, je continue à progresser. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne pensais pas être capable de faire il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière. Donc encore une fois, je trouve ça plutôt encourageant, sachant que ben voilà, je suis dans le même process que peut-être Archimède qui se pose ce genre de questions. J'avance dans l'âge et en avançant dans l'âge, je fais des choses, je progresse et je fais des choses que j'arrivais pas à faire il y a 3 ans. Donc oui, je pense qu'on peut progresser si on s'entraîne correctement, si on planifie bien son entraînement, si on respecte encore plus son corps qu'auparavant. Parce que plus on avance dans l'âge, et moins le corps te pardonne les erreurs. Tu les payes généralement cash et beaucoup plus cher. Donc oui, je pense qu'on peut progresser. La limite de la progression, je la connais pas. Je peux te dire que je sais qu'il y a j'ai vu des gens de plus de 65 ans continuer à faire des choses assez extrêmes au niveau corporel. À Los Angeles, je m'entraînais avec un type qui avait 64 ans et qui faisait des muscle-up aux anneaux, qui faisait des croix de fer aux anneaux. C'était un ancien gymnaste. Il s'était jamais arrêté en fait. Donc ses muscle-up, il en faisait moins. Ses croix de fer, il les tenait 3 secondes au lieu de 10. Mais toujours est-il qu'il les faisait quand même, quoi. Et qu'il y a peu de gens au monde qui arrivent à faire des croix de fer. Voilà. Donc je pense que c'est encourageant. Mais ça demande toujours pareil, de prendre soin de son corps. Plus tu prends soin de ton corps, et encore plus en avançant dans l'âge, et plus il te le rend bien, quoi. Voilà. Donc, on va finir avec une question de maths qui va intéresser pas mal. Avoir un entraînement 100% bodybuilding peut-il être néfaste si on prévoit de faire d'autres sports? Exemple, en gros, je veux dire, si je fais de la passe à cuisse dans une optique bodybuilding pendant des années, est-ce que ça peut me poser des problèmes pour courir? Si je veux me mettre au foot, ou si par exemple je fais des curls lourds, est-ce que ça peut être néfaste si je veux faire de la boxe? Ah, ah. Alors, la logique du bodybuilding, c'est une logique qui est purement plastique et esthétique. Voilà, donc l'objectif c'est construire du muscle, construire un corps le plus joli, le plus esthétique possible. Ce qui se fait très généralement avec des mouvements d'isolation, qui sont les mouvements qui permettent justement de mettre un stress suffisant au niveau musculaire pour qu'il grossisse.
Ça va à l'opposé en fait de la logique Du sport, quoi. du sport, qui est le sport, c'est dans une pratique sportive, le corps doit être appréhendé de manière globale dans toutes les dimensions possibles. Quand on joue au foot, il faut pivoter, tourner, sprinter, reculer, sauter, etc. Donc oui, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes au niveau postural et musculaire. Ça peut poser des problèmes au niveau de la manière en fait dont le corps évacue les déchets, parce que les contractions musculaires sont complètement différentes en football par exemple que en bodybuilding. Si tu fais des curls très lourds, ben forcément tu vas avoir des super ischio-jambiers. Mais est-ce que tu auras des ischio-jambiers suffisamment réactifs pour éviter de se déchirer dès que tu lèveras la jambe en l'air? Ça c'est une autre question. Voilà. Donc là on touche finalement à la grosse différence en fait entre on va dire musculation axée bodybuilding et musculation axée préparation physique. Ah non, mais moi, je vais te donner mon exemple, c'est que je sens qu'en fait, le body, en fait, de s'entraîner là-dessus, en fait, t'es beaucoup moins efficace, quoi. Tu vois? Ben, Quand tu veux faire quelque chose, par exemple, tu vas aller courir, tu sens que t'es lourd, quoi. Tu sens que t'as pas le muscle qui a été entraîné pour... ben Toi, tu c'est spécifique, en fait. Le bodybuilding, ça te fait un muscle spécifique. Ouais, t'es fort, tout, mais c'est en fait, tu démontres bien ta force sur des exercices que tu fais, quoi. uniquement sur des exercices de muscu. Voilà. Après, je pense que c'est transférable. Oui, Après un certain temps d'adaptation, parce que t'as le muscle, t'as le système nerveux derrière et compagnie, mais ça demande un certain temps d'adaptation, quoi. absolument. Eh ben, je veux dire, on ne peut pas mieux répondre que toi, Rudy. Et surtout, faut dire que, en plus, comme tu fais du body, en fait, t'es tout le temps fatigué. T'as toujours des courbatures Hmm, et compagnie. Donc même si tu vas aller faire un autre sport, en fait, t'es déjà fatigué du body, quoi. Donc, en fait, absolument. t'es jamais efficace, quoi. Ben, t'es jamais efficace En dehors de la salle. pour le sport. Voilà. T'es efficace qu'à la salle, Donc, si sur tu ton veux, entraînement. et c'est bien qu'on aborde ça pour finir, Rudy, parce que moi j'ai toujours prôné en fait une approche entre guillemets fonctionnelle du corps. Et au début, les gens ne comprenaient pas véritablement ce message parce que ce qu'ils voulaient, c'était être plus beau, être plus fort, etc. Mais aujourd'hui, la différence, par exemple, entre certains bodybuilders et moi, c'est que je peux quand même avoir un corps qui est sympa à voir, athlétique, musclé, mais je peux faire des choses qu'un bodybuilder ne peut pas faire. En revanche, tu vois, un bodybuilder aura un corps beaucoup plus musclé que moi, encore plus beau, athlétique que moi, plus sec, etc. Mais il pourra faire que ça. Il pourra pas faire ce que moi je fais. Voilà, ouais, bah c'est la spécificité du Absolument. body, quoi. Donc après c'est des choix que les gens ils doivent faire, Rudy. C'est Voilà, bah c'est une question d'objectif. Parce que souvent les mecs en fait sont perdus dans leurs objectifs. Alors ils disent je vais faire un peu de muscu pour être balèze, après je vais aller jouer au foot et compagnie. et là Je pense que c'est comme ça que tu te blesses, quoi. toi qui fais du coaching, tu le sais. Moi et je suppose que toi c'est pareil. Quand on coach des gens, la première chose qu'on leur demande c'est qu'est-ce que vous voulez. Voilà, et puis des fois t'as des retournements d'objectifs, quoi. Eh ouais. Le mec fait un sport, alors t'essaies d'adapter, mais après il veut faire que de la muscu. Mm. En fait c'est jamais clair en fait. On ne sait jamais ce qu'on veut vraiment. Déterminer ses objectifs, c'est fondamental pour l'efficacité d'un bon programme et pour la motivation à court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est le conseil finalement de la fin. Plutôt que de chercher quelle est la meilleure méthode, le meilleur exo, le meilleur machin, posez-vous la vraie question, qu'est-ce que je veux faire réellement qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir. Voilà. Si c'est sauter plus haut, jouer au basket cet été et faire des muscle-up, il y a certainement mieux à faire que de la presse à cuisses, quoi. Si par contre c'est avoir les plus belles cuisses, les plus belles fesses, alors la presse à cuisses doit faire partie de ton entraînement en priorité. Voilà. Ouais, mais si tu veux tout faire. Ah ben, si tu veux faire, il faut que tu fasses appel à Rudy Koya pour un coaching ou à Christophe Cario pour un coaching. Ouais, je garantis pas de tout faire. Non, mais bon, voilà, c'est important. Et c'est aussi les Américains parlent de plus en plus de bodybuilding fonctionnel, c'est-à-dire que plutôt que de chercher la masse à outrance,
il y a de plus en plus de gars qui s'orientent vers un développement de la masse, mais mais pas au détriment de la perte de capacité athlétique, quoi. Donc, et je partage réellement cette vision de l'entraînement. Moi, tout mon programme de musculation athlétique au poids de corps, il est basé là-dessus, hein. C'est-à-dire être capable de faire des mouvements de fou, mais avec un joli physique à la clé, quoi. Voilà. Voilà, bah je pense que c'est le bon mot de la fin pour conclure ce podcast. Donc pour ceux à qui on n'a pas répondu aux questions, je vais dire que ce podcast est déjà de 55 minutes. Nous qui voulions faire court. Donc les Ouais, prochaines questions seront répondues au prochain podcast, ouais. sans souci. Ou Donc, sinon, ben, si j'essaierai de leur répondre directement sur le forum. Voilà, parce que je sais que quand on a des questions, on aime bien avoir des réponses. ouais, tout à Premier, fait. donc j'essaierai de répondre à ça dans les prochains jours, quoi. Voilà. Bon bah merci à toi donc Christophe pour ce troisième podcast. Merci à Superphysique de m'accueillir une fois de plus et puis à tous les auditeurs voilà, de votre retour. C'est toujours plaisir. Bon bah impeccable. Bon bah à très bientôt Christophe alors. À bientôt, bon training à tous. Salut. Salut.